Bonjour, moi c'est Mounaya, artiste rappeuse. Je suis dans la musique, on va dire, depuis un peu moins de 20 ans. J'ai été pendant longtemps dans l'underground et je suis chez Sony Music Afrique depuis octobre 2017. J'ai une formation en droit privé, j'ai fait Charente Radio au Sénégal. Si je devais me présenter, je veux dire que je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'Afrique, une amoureuse de la mélanine. Je dirais que je ne suis contre personne, mais que je suis pour les miens, s'il faut résumer les choses. On peut constater, je pense, une forme d'émergence, mais beaucoup plus de ma pensée, qui est accompagnée par ma musique. Oui, j'ai voyagé dans plusieurs pays africains, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. J'ai appris à beaucoup relativiser et j'ai appris à beaucoup plus accepter les autres parce que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de grande différence entre nous et on est juste conditionné par nos différentes cultures, tu vois. C'est vraiment l'environnement qui conditionne l'individu. Et il y a des choses qui peuvent être bonnes dans certaines cultures qui peuvent ne pas l'être dans d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont mauvais ou ont des mauvaises pratiques. Ça veut juste dire qu'on est différents et qu'on est de cultures différentes. Donc moi, ça m'a beaucoup plus appris le respect de l'autre. Surtout que mes 4 grands-parents sont de 4 nationalités différentes. Le père de mon père, il est sénégalais, sa mère est nigériane. Le père de ma mère, il est métis franco-béninois et sa mère est togolaise. Donc déjà, même de facto, j'ai grandi avec plusieurs cultures. Forcément, tu embrasses toutes ces cultures, tu embrasses toutes ces manières d'être, ces manières de penser, ces manières de faire. Et tu es beaucoup plus dans l'envie de découvrir, l'envie de partager que dans le repli et l'exclusion de l'autre. Et le fait justement de me sentir proche d'un autre Africain, quelle que soit sa nationalité, ça a développé cette envie-là justement que beaucoup de gens réfléchissent comme moi parce que finalement, on a beaucoup à gagner en apprenant, en ayant le regard tourné vers nous. Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de nous-mêmes, du fait qu'on parle français. C'est parce qu'on est plus tourné vers le pays qui nous a colonisés. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait à être tourné vers nous-mêmes et à apprendre de nous-mêmes. Pour ça, aujourd'hui, je parle le fon qui est parlé au Bénin, le Minan qui est parlé au Bénin, au Togo, le Hausa qui est parlé au Niger, au Nigeria et dans d'autres pays, et un peu de Wolof aussi. J'hésite pas à aller vers d'autres cultures. Dans mon hippie Pessa Bolingo, je chante en lingala. Pessa Bolingo, ça signifie donner de l'amour, alors que je suis pas congolaise. J'ai jamais mis pied en Afrique centrale. Et je pense que c'est ça la magie d'être un artiste, c'est de pouvoir établir des ponts que les politiques n'arrivent toujours pas à faire et tout. J'ai commencé le rap on va dire un peu, il y a une vingtaine d'années, mais de manière professionnelle, il y a une quinzaine d'années. J'ai toujours écrit, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais du mal à communiquer avec les gens. J'écrivais beaucoup quand j'étais au lycée et tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais, et je me projetais aussi à travers l'écriture. Donc pourquoi le rap? Parce que le rap, ça permet une certaine liberté de ton. Et le rap, c'est aussi dû aux influences de la musique que j'ai écoutée au début des années 90, de la musique avec laquelle j'ai grandi. Même si mon père était mécène, qu'il était musicien et que ça a aussi été à la maison du jazz, de la Motown, de la musique classique. Et le rap, ça permet aussi de s'adresser à la cible aussi du rap. C'est aussi une cible qui m'intéresse. Voilà, c'est surtout pour ça. Déjà, un rappeur, une rappeuse, c'est un artiste. Et l'artiste, généralement, bon, pour ceux qui écrivent leurs textes, généralement, il est le témoin de son époque et il retransmet lui-même son état d'esprit au moment où il écrit le texte. Et moi, je pense que l'être humain n'est pas figé. L'être humain, c'est une progression, c'est une évolution. Par exemple, moi, les textes que j'écrivais il y a 15 ans n'ont rien à voir avec ceux que j'écris aujourd'hui. Mais parce que déjà, personnellement, je suis dans un... Bon, moi, j'appelle ça comme ça, je suis dans une forme de processus de bonification où je me dis que chaque jour, je dois être meilleure et je dois être plus dense que la veille. Tu vois? Et donc, du coup, au fur et à mesure des années, c'est passé par des introspections, c'est passé par beaucoup de recherches, c'est passé aussi par de la méditation, parce qu'il s'agit aussi de trouver son vrai moi, de savoir qui on est, de savoir qu'est-ce qu'on veut, de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux réellement, et de savoir pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on est là. Et du coup, je pense que les artistes doivent faire
doivent faire comme ils sentent. Il faut que l'œuvre soit libre. C'est pour ça, justement, je n'embrasse pas toutes les causes, même si je suis d'accord que c'est des choses pas normales. Je veux pas qu'on m'enferme dans ce carcan d'artiste parce que c'est une cause noble, il faut que tu milites pour. Non, je fais les choses quand je sens que je suis prête et je fais les choses si j'ai envie de les faire. Et dans mes thématiques, on a des thématiques légères et tout ça, mais on a préféré justement aller sur des sons qui sont, on va dire, ce que les gens appellent engagés, mais moi, c'est ce que j'appelle normaux. Et on a préféré aller là-bas parce que c'est le message que j'avais envie de donner en ce moment-là. C'est le message sur lequel j'avais envie que l'accent soit mis. Et voilà, moi, je pense que l'artiste doit pouvoir être libre. Et il faut de tout pour faire un monde. Il faut une forme de diversité. Parce que quand tu vas à une fête, tu n'as pas forcément envie d'entendre du qui ou du il est temps. Si on te met du qui, alors que, voilà, c'est en mode, bon, ma chérie, à quoi? Est-ce qu'on peut un peu déstresser? Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais j'appelle mes confrères, mes consoeurs aujourd'hui à avoir le mot qu'il faut. Parce qu'avec cette pandémie-là, liée au Covid-19, déjà, il y a une forme de... Je pense qu'il y a une forme de dépression générale, en fait. Donc, les gens ont besoin du mot qui apaise. Les gens ont besoin du mot qui rassure. Et de toute façon, on assiste à ça dans le paysage musical sénégalais où beaucoup d'artistes n'ont pas eu besoin d'aller chercher des subventions pour justement accompagner, si tu veux, le public dans cette crise-là. Ah, mon message s'adresse à la communauté noire. À la communauté noire, aux Africains, aux Afrodescendants, mais il s'adresse à tous ceux qui se l'approprient, à tous ceux que ce message intéresse aussi. Parce qu'il y a ceux qui ont choisi de ne pas faire attention à ça et de vivre, et il y a ceux qui ont choisi d'éveiller les consciences. Et ça s'adresse à mes frères, à mes sœurs. Tu vois, après, on te dit que oui, tu peux pas être humaniste et dire que non, tu ne parles qu'à une communauté. Mais les autres parlent à leur communauté. Et pourquoi c'est toujours nous, les Noirs, quand il s'agit de parler pour nous, qu'on nous traite de communautaristes et même de racistes parfois? Pour moi, c'est de la pure folie parce qu'aucun peuple au monde n'a subi ce que nous avons subi et que nous continuons de subir. C'est d'une violence psychologique inouïe. Après la violence physique, maintenant, la violence, elle est psychologique, elle est au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, le message n'est pas de dire à mes autres frères africains, oui, comme toi, tu fais ça, tu n'es pas quelqu'un de bien. Bon, à part les présidents, hein, c'est de vrais... Bref. Le message, c'est de dire à ma soeur africaine, à mon frère, écoutez, si on est comme ça, c'est parce que justement, on a été acculturé. C'est parce que justement, tout a été mis en place. C'est un système carrément qui a été mis en place pour qu'on soit comme ça. Quand tu penses même qu'il y a des livres comme le Code noir qui ont existé, et quand tu sais que justement, on dit que l'Afrique, c'est pas la terre des droits de l'homme, alors que des droits de l'homme, autant pour moi, alors que la charte du Mandé existait avant la Déclaration universelle des droits de l'homme et que ça vient d'Afrique. Donc, il y a tous les préjugés que nous-mêmes, on a sur nous-mêmes, tout ce truc-là avec les médias, avec la mauvaise image qu'on nous renvoie de nous-mêmes, avec aussi les standards de beauté, de comment est-ce qu'une femme noire doit être. À un moment, il faut dire aux gens, venez, calmons-nous. On n'est pas obligé d'accepter ça. On n'est pas obligé de faire comme ça. On peut faire à notre manière. Mais le combat, il est à plusieurs étapes. Et parce que même aujourd'hui, dans certaines écoles, dans les banques, dans les entreprises, tu ne peux pas porter des dreadlocks. Alors que si c'est une personne caucasienne, elle peut avoir des longs cheveux, même si c'est un homme et tout. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de rejeter ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, ce que nous sommes réellement. Et il faut qu'on apprenne à le magnifier. Il ne faut plus qu'on attende que ça vienne des autres parce que ça ne viendra jamais des autres. On s'en plaint, on l'attend depuis longtemps, mais parce que les autres n'ont pas intérêt justement à ce que ça se passe comme ça. Ils ont plutôt intérêt à ce qu'on éprouve toujours ce complexe d'infériorité-là parce que ça fait marcher leurs industries, parce qu'on est tourné vers leur pays, parce qu'on va investir dans leurs produits au lieu justement d'être tourné vers les autres pays africains, vers notre pays et d'investir dedans. Donc, personne n'y gagne à ce que les Africains soient fiers d'eux, à ce que les Africains se prennent en main. Ça touche tous les domaines. Ça touche le domaine de l'économie,
ça touche le domaine social, le domaine psychologique et psychiatrique même. Parce que quand les gens vont jusqu'à utiliser des produits nocifs pour se blanchir la peau, c'est psychiatrique à un moment. Donc, quand je fais des morceaux comme Qui, c'est pas pour dire à ces personnes-là, vous méritez le feu de l'enfer, non. C'est pour leur dire, venez mes frères et sœurs, venez en cause en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça réellement? Est-ce qu'on se fait vraiment accepter comme ça? Et est-ce qu'il faut se faire accepter aujourd'hui? Je pense qu'à un moment aussi, dans la manière de faire les choses, il faut qu'on soit un peu plus conséquent et il faut qu'on arrête de demander. Il faut qu'on prenne ce qu'on a à prendre. Au-delà même de la passivité, si tu veux, c'est la résignation, un fatalisme et le désintérêt que ça a créé. Et aussi une forme de déshumanisation de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Tu vois, c'est parce qu'on a accepté que c'était comme ça et que ça ne peut pas être autrement, parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas nous en sortir. Donc, tu t'engalèches en fait. C'est le fait qu'aujourd'hui, en tant que jeune Africain, tu veuilles vivre une vie et que tu fonctionnes avec des codes qui ne sont pas les tiens et qu'on a du mal à retrouver dans ton environnement. Mais tout ça, c'est à cause justement de l'influence des médias, que ce soit les médias télé ou les réseaux sociaux aussi. Parce qu'il y a une manière dont tous les jeunes dans le monde entier font les choses et tout ça. Mais est-ce que nous, on peut se permettre ce luxe-là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de vouloir faire comme des autres qui vivent dans des États qui ne sont pas confrontés aux mêmes réalités que nos États, aux mêmes défis? Donc aujourd'hui, je pense que l'heure, elle est beaucoup plus à la prise de conscience, même avec le corona, hein, on se rend compte aujourd'hui du traitement. C'est aujourd'hui que ça me fait rire quand j'ai des connaissances, des contacts qui m'envoient du contenu, des choses dont je leur parlais il y a 2 ans, 5 ans, 1 an. Et aujourd'hui, ils commencent à ouvrir les yeux, à se rendre compte qu'en fait, l'Africain n'est même pas respecté. L'Africain ne compte même pas sur l'échiquier. Et quand il compte sur l'échiquier, c'est en mode poubelle ou en mode cobaye. Tu vois un peu? Et les gens, aujourd'hui, sont révoltés pour quelque chose qui se passe depuis longtemps, en réalité. Qui se passe depuis des siècles, qui se passe depuis des décennies. C'est juste que les formules changent, mais c'est toujours le même système. Quand, par exemple, il y a plein de protestations en France, tu vois ce que Macron il fait. Il vient, il aligne tous les présidents comme des enfants et puis il leur demande, mais vous, là, qui a volé la viande dans la sauce? Et tu vois nos présidents qui sont là, mais ça, c'est l'image, c'est une image violente en fait. Cette image-là, elle m'a tellement choquée et je te promets, elle me choque jusqu'aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que mon président de la République, Macky Sall, puisse convoquer 5 présidents européens et les aligner comme ça et leur demander des comptes. Déjà, rien que cette image, je pense que ça a été fait exprès pour nous montrer en fait c'est qui le maître. Et on en est encore là. Genre le nègre, il veut se rébeller. Il faut qu'on le rappelle à l'ordre, il faut qu'on lui dise c'est qui le boss. Et donc, à un moment, ça va à un tel point que les jeunes se disent que ce n'est plus possible en fait. Que ce n'est plus possible et que voilà, le système est là, que chacun vienne, qui se débrouille pour se faire son argent et pour repartir. Mais la vérité, c'est que tout ce qu'on accumule comme capital matériel et tout, quand on vient sans et quand on part sans. Donc on aura passé toute notre vie à accumuler tout ça. Pourquoi? Alors que les choses qui peuvent survivre à notre départ, c'est toutes les énergies, c'est l'impact qu'on a justement sur la communauté, toutes les énergies qu'on crée, qu'on transmet, qui vont se retransmettre à d'autres générations et qui vont grandir et qui, au fur et à mesure du temps, vont arriver à cet idéal-là qu'on veut pour notre société africaine. Je t'ai dit que le problème, déjà, il est psychologique. Et je pense que c'est là où nous, les artistes, on peut jouer un rôle, justement, en ayant le bon message, en ayant le message qu'il faut. Parce que je t'ai dit, quand c'est dans la tête, il faut dire aux gens, non, tu n'es pas, excuse-moi le terme, tu n'es pas la merde qu'on dit que tu es. Au contraire, si tes cheveux sont dressés vers le haut, c'est pour pouvoir capter toutes ces énergies-là et renforcer ta mélanine. Tu vois un peu, il faut dire des choses, même raconter des contes et des fables.
Mais parce que dans les autres nations, on leur raconte des contes et des fables. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs. Mais racontons des contes. Arrêtons de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtons de prendre comme référent, non, tel va penser si. On s'en fout parce que les autres, ils s'en foutent de ce que nous pensons d'eux. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ok, ils ont besoin de tes ressources. Ah, tu ne nous donnes pas ça au prix qu'on veut. On t'envoie des mercenaires, on bousille ton État, on gâche la vie de millions de personnes. Et puis, c'est pas un problème. Et c'est à ces gens-là que tu veux plaire. C'est avec ces gens-là que toi, tu veux discuter de façon honnête, alors qu'ils sont foncièrement malhonnêtes. Alors qu'il y a même des institutions qui sont créées. Non, mais c'est la folie. À un moment, il faut qu'on se réveille. Alors, ce que je pense, c'est que nous, les artistes, on a un rôle à jouer déjà sur le point de vue psychologique pour que les gens apprennent à s'accepter. Il faut qu'on arrête de reconduire les codes d'autrui, les standards de beauté d'autrui. Il faut qu'on arrête ça déjà. De deux, ce que je pense, c'est que, en fait, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, il faut qu'on s'implique. Aussi bien moi dans l'art, aussi bien le menuisier du coin qui va essayer de voir comment allier son travail avec les ressources du pays et de manière aussi à respecter l'environnement. Ça va être aussi le médecin, ça va être… En fait, on a besoin de tout le monde, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et on a besoin aussi de la valorisation de nos ressources, de la valorisation de notre culture à travers l'économie. Je te donne un exemple tout bête, en fait. Tu vois, on est en période de confinement et la semaine où l'État du Sénégal a choisi justement de fermer les marchés 3 fois et de laisser d'autres supermarchés des multinationales européennes prospérer au calme. Mais qu'est-ce que nous, on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sensibilisé mes amis, je leur ai dit, écoutez, il faut que maintenant on achète qu'au marché parce que c'est ces dames-là qui en ont besoin plus qu'autre chose. Tu vois un peu? Et ça passe par des petites choses comme ça. Et ça passe aussi par l'autonomie, je crois, alimentaire aussi. Tu vois? Il faut aussi qu'on encourage les gens à aller vers l'agriculture de plus en plus et aussi à favoriser les graines qui ne sont pas des OGM. Parce que voilà, ça envahit presque tout le monde entier. Aujourd'hui, on voit l'impact que ça a sur la santé. Comme je te dis, c'est vraiment à tous les domaines. C'est vraiment à tous les domaines, mais il faut s'impliquer, il faut se sentir concerné. Déjà, dans un premier temps, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu vas y penser, demain, tu seras dans la rue en train de manifester. Non. On a besoin de gens qui parlent, on a besoin de gens aussi qui travaillent dans le secret, dans la confidentialité. Et on a besoin aussi d'investir beaucoup dans l'éducation et dans la recherche. On s'en rend compte aujourd'hui avec le coronavirus. Ça a vraiment tout sorti, quoi. Tout ce qu'on essayait, tout ce que nos gouvernements essayaient d'étouffer, mais vraiment tout est venu à la surface. Et ceux qui n'étaient pas intéressés sont encore plus intéressés parce qu'il s'agit de leur vie et comprennent qu'en fait, on n'a jamais compté pour qui que ce soit, et encore moins même pour les gens qui prétendent briguer nos voix pour, soi-disant, nous aider. Donc, il y a un devoir qui est, une responsabilité qui est personnelle, qui est individuelle, qu'on doit prendre. Et il ne faut pas qu'on ait peur de se tromper. Moi, je n'ai pas peur de me tromper. Je n'ai pas peur de tomber, je vais me relever. Je n'ai pas peur de faire des erreurs, on s'en fout. C'est comme ça qu'on se construit. Mais il faut y aller quand même. Quand tu votes pour un président, en fait, tu as l'impression que c'est lui qui a le pouvoir, mais en réalité, ce n'est pas lui qui a le pouvoir. C'est tous les lobbies qui sont là, ce sont les banques et tout. Et je pense franchement, je suis foncièrement convaincue qu'il y en a, quand ils accèdent au pouvoir, qui ont envie de bien faire les choses. Mais après, ils se rendent compte de ce qui est le vrai patron. Et du coup, ils se disent, bon, déjà, c'est mort, donc autant que je me fasse des thunes et que je me barre et tout, et que bon, le prochain, s'il a cœur de ça, il n'a qu'à venir et puis gérer. Je me dis que c'est un truc comme ça. Parce que quand tu regardes, ceux qui ont essayé de changer les choses se sont fait lâchement assassiner. Lumumba, Sankara, Olympio Sylvanus, ils se sont fait assassiner. Et Kadhafi, tu vois, jusqu'en 2000, jusqu'au deuxième, on dit qu'on est pendant le deuxième millénaire, on assassine encore des présidents africains qui veulent changer leur pays, qui ont des projets pour le développement de leur pays. Et ce qui est dramatique dedans, c'est que même dans les fonds,
Tu fais un prêt à la Banque mondiale, par exemple, pour construire des puits. Eux, ils vont te dire non, nous, on a de l'argent à te prêter, mais c'est pour acheter des tracteurs. Mais là où tu as besoin de puits, tu n'as pas besoin de tracteurs, il n'y a même pas d'essence pour que tu mettes dedans et tout. En fait, ça n'a pas de sens. Donc, toi, vu que c'est mieux que rien, et vu que aussi tu peux te faire ton petit gombo, tu vas accepter ce truc-là qui va pas forcément servir à ton agriculture, mais qui va encore endetter les agriculteurs, t'endetter toi-même. Bon, je suis pas super forte en sciences éco, je suis beaucoup plus littéraire, mais le schéma est clair, quoi. Tu vois, à un moment, il faut pas avoir deux cerveaux pour comprendre ça. Et c'est dommage. Je pense qu'on a besoin de présidents patriotes. Maintenant, qu'est-ce que la société civile pourrait faire? Moi, je pense que c'est s'organiser et puis faire des propositions. Faire des propositions et puis les médiatiser surtout. Dire, OK, que les historiens se réunissent et disent, bon, voilà, nous, le programme, on en a marre qu'on apprenne l'histoire des autres, on a besoin d'apprendre nos histoires. Donc, aujourd'hui, on a besoin de faire des séminaires avec les historiens, je sais pas, du Sénégal, du Bénin ou toute l'Afrique de l'Ouest pour proposer quelque chose en commun. Donc, on budgétise, c'est ça va se tenir de temps à tel jour. Il faut faire des choses comme ça. Et c'est là où il y a la force de cette société civile. C'est une force de proposition, c'est une force de, voilà, de proposition, de stratégie, d'action. Ça ne peut être que ça peut être aussi des think tanks et tout, de réflexion autour de thèmes. Et ça peut être vraiment toutes ces dynamiques-là et voilà. Franchement, je te dis la vérité, c'est toutes ces puissances impérialistes-là. Ensuite, forcément, les gouvernements, parce que ils ont accepté de prendre ces responsabilités-là, mais qu'ils n'assument pas après. Et aussi, nous, la société, parce que ces dirigeants-là, ils sont sortis de cette société-là. Il faut que les gens comprennent ça définitivement. Si la société est malade, on aura des dirigeants malades. Donc, la société civile aussi, la société, on a aussi une très lourde responsabilité. Comment est-ce qu'on éduque nos enfants? Quelles sont les valeurs qu'on leur inculque? Parce que ce président qui détourne là, c'est parce que chez lui, dans l'éducation qu'on lui a donnée, le détournement, la corruption, l'individualisme, l'égoïsme, tout ça, c'était quelque chose de normal. Donc, à un moment, il faut qu'on pense. Tu sais, on a l'habitude de dire, ouais, les valeurs africaines. Mais moi, je pense que plus que jamais, il faut qu'on s'asseye et il faut qu'on se demande de quoi on parle quand on dit ça réellement. De quoi on parle. La dernière fois, j'ai vu une expérience sociale et c'était pour appuyer l'exemple, quand je dis que la responsabilité, c'est nous, c'était un billet de 10 000 francs où le gars, il se faisait passer pour un aveugle. Et à chaque fois que le billet tombait, il y avait des gens de tout âge, des adultes, des vieux, mais ils ont tous pris le billet sachant que le gars est aveugle et ils ont voulu partir avec. Mais c'est choquant. Et tu sais, la seule personne de l'expérience sociale qui a remis le billet à l'aveugle, c'était un enfant. C'était un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son âme est encore pure et qu'il n'a pas encore été vicié par cette société-là. Et c'est ça aussi. Il faut qu'on fasse attention aux gens d'adultes, à l'adolescence, à nos enfants, ce qu'on leur inculque dès le bas âge comme valeur. Parce que les enfants, c'est comme de la pâte à modeler. C'est ce que tu leur dis qu'ils feront. Et ce que tu leur montres aussi. Tu vois, je me rappelle de ma nièce qui pleurait quand lui, parce qu'elle a les cheveux, elle est justement moitié, tout ce que nous sommes est moitié congolaise. Donc, tu t'imagines la touffe. Et elle pleurait chaque fois qu'il fallait lui peigner les cheveux. Et quand elle est venue au Sénégal, elle m'a vu avec mon afro, elle m'a vu magnifier le cheveu crépus. Qu'est-ce qu'elle disait à chaque fois? Et quand sa maman lui disait, hey, attention, si tu restes pas tranquille, je vais te défriser les cheveux. Elle fait, non, moi je vais être comme ma mamouna. Tu sais pas qu'on est des reines? Tu veux que je perde de ma puissance? Tu veux que je perde de ma beauté? C'est ça qu'on doit faire. Et les dirigeants, s'ils sont mauvais, quelque part, c'est parce que la société est mauvaise. Quand on dit qu'on n'a que les dirigeants que nous méritons, c'est pas complètement faux. Ça fait mal d'entendre ça, mais c'est pas faux. Et quand j'ai la société, je ne dis pas c'est l'autre qui est mauvais, moi je suis bien. Non, c'est nous tous. On a cette responsabilité-là aujourd'hui de former des citoyens qui pourront aider cette société-là dont on rêve à s'épanouir, à se développer, à s'enlever du joug voilà, de tous nos amis, les macronistes, les sarkozystes, qui viennent, qui fouillent dans les pagnes de nos mamans. Non, mais franchement, à un moment, il faut qu'on fasse une campagne même où on dise laisse mon utérus, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc très libidineux où ils sont là en train de fantasmer sur l'utérus des femmes africaines.
À un moment, il faut que tout ça s'arrête, quoi. Et tant qu'on n'a pas de gouvernement qui nous respecte, qui ne permettent pas à n'importe qui de venir faire des vaccins sur nous, de venir faire des expériences comme si on était des animaux, parce qu'acheter un chimpanzé, ça coûterait plus cher que faire des expériences sur un Africain. Tant que nos gouvernements ne vont pas nous respecter, tant que nous-mêmes nous n'allons pas nous respecter, ça va continuer comme ça. Les gens vont venir dans l'université de Cheikh Anta Diop pour dire que l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Je pense que ça se traduit à travers toutes les luttes qu'on a. Déjà, la lutte contre les violences faites aux femmes, les violences psychologiques, les violences physiques, le viol aussi, où la culpabilité doit changer de camp, où les victimes jusqu'à aujourd'hui ont encore peur de se faire afficher, et où quand une femme se fait violer, on te dit oui, c'est parce que tu as porté ça, parce que tu t'es comporté d'une certaine manière, alors qu'en fait c'est parce qu'il y a juste un malade mental qui ne comprend pas ce qu'est le consentement en face. Et il y a aussi, de ce point de vue-là, il y a aussi du point de vue du fait qu'en fait, tu vois, le viol conjugal est quelque chose dont on ne parle pas. Parce qu'on juge qu'une femme doit être soumise à son mari. Parce que, tu vois, il y a plein de choses. Il y a aussi le fait que la plupart des viols se font dans les familles et qu'on n'en parle pas aussi. Et parfois aussi dans les familles recomposées, où la mère ne veut pas perdre son nouveau conjoint parce qu'elle se dit qu'elle est déjà vieille et qu'il va l'accepter. Donc, c'est vraiment tout ce travail-là. Aujourd'hui, la femme africaine, elle aime son homme, mais l'homme africain ne l'aime pas forcément sa femme. C'est ça qui est dommage. La femme noire aime son homme, mais son homme ne l'aime pas forcément. Ce que son homme pourrait faire pour d'autres femmes, il ne le ferait pas pour sa femme. Le respect, la manière dont il la magnifie, il ne le ferait pas. Tous les hommes aiment leur mère, mais c'est comme s'ils sont en guerre avec leur femme, en fait. Et moi, je pense que ce rapport-là, très bizarre, là, il faudrait que les gens revoient ça. Et parce que déjà, en tant que femme noire vivant sur ce continent-là, déjà, tu es la projection de tout ce qu'il y a de plus bestial et sexuel d'autres hommes, d'autres contrées. Et aussi, tu as aussi la projection de ce qui doit se soumettre, ce qui est au service d'eux. C'est doublement pesant. Et ici, moi, je pense que la femme sénégalaise, c'est une femme qui est quand même assez brave, une femme qui est quand même assez courageuse. Et c'est un peu comme la femme béninoise qui n'attend pas qu'on lui dise de travailler pour le faire dans une certaine mesure. Et moi, ce que je pense, ce sur quoi on devrait insister aujourd'hui, c'est vraiment sur l'éducation des jeunes filles. Comme l'année dernière, lors du festival Urban Women Week, qui est un festival hip-hop qui se déroule chaque année, on m'avait pris comme panéliste et il y avait des jeunes filles, des élèves qui étaient là. Et il y a un monsieur dans la salle qui a pris le micro, je crois que c'est un animateur radio, et qui a fait aux filles, oui, il faut suivre l'islam, hein, une femme doit se marier, elle doit faire ci, elle doit faire ça. J'ai pris le micro, j'ai fait, comment vous pouvez dire un truc comme ça à des jeunes filles qui sont à l'école? Et je leur ai dit, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas parce que aujourd'hui, tu peux te marier avec un homme qui a de l'argent, mais cet homme-là va décéder. Et tu sais que nos hommes, par superstition ou bien, je ne sais pas, par habitude ou par tradition, ils ne font pas de testament. Alors, tu vas te retrouver à la porte avec tes enfants. Ou bien, vous allez construire une vie et tu vas te retrouver le lendemain sans rien. Et c'est les familles qui font ça. Ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Donc, ces filles-là à qui tu demandes d'aller encore se mettre sous tutelle, de ne pas être productive, de ne pas être autonome financièrement. Moi, quand mon père est décédé, comment j'allais faire? Heureusement qu'un peu avant ça, je me prenais déjà en charge depuis que j'avais mes 22 ans. Mais aujourd'hui, mes petits frères qui font des études supérieures, c'est moi qui les prends en charge. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et je ne me demande pas, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis un homme? Non, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Et j'aide aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas de ma famille autour de moi, indépendamment du fait que je sois une femme. Mais ça, qu'est-ce qui te permet de faire ça? C'est déjà l'indépendance. Dans ta tête, c'est déjà l'autonomie financière qui te permet d'aider d'autres personnes. Tu vois, et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un combat africain pour les hommes, un combat africain que pour les femmes. Nous tous, on doit se donner la main et on doit aller ensemble vers cet idéal de société-là. Et cet idéal de société-là, moi, je pense que c'est une société où il n'y a plus toutes les exactions qu'il y a, où il n'y a plus toutes les atrocités qu'il y a, et où n'importe qui ne vient pas se servir, n'importe qui ne vient pas faire n'importe quoi, et où nous-mêmes, on va s'auto-déterminer
On va définir qui on a envie d'être, pas qui les gens veulent que nous soyons. Tu vois? Et à un moment, moi, j'incite toutes les filles qui vont écouter ça à faire des études et à aller le plus loin possible. Mais ça ne veut pas dire que tu es contre les hommes. C'est pas parce que tu as fait des études que si, que ça. Non. Ça veut juste dire que tu as besoin d'être comme ça pour te protéger toi-même et pour construire ta communauté. Si on part d'une définition selon laquelle être féministe, c'est être sensible à tout ce qui touche aux femmes, c'est aussi militer pour que les droits des femmes soient respectés. Oui, pourquoi pas. Mais en même temps, le féminisme est vu de manière tellement péjorative, tu vois, et il y a certaines manières dont le féminisme occidental se manifeste, s'exprime, que moi, je ne partage pas, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Tu vois, actuellement, nous, on ne lutte pas pour montrer nos sexes, ça ne nous intéresse pas, ça. On a d'autres combats. Tu comprends un peu? On a d'autres combats. Aujourd'hui, c'est qui la femme noire? Tu vois, déjà identitaire. Le problème, il est identitaire. Ensuite, le problème qu'on a, c'est aussi au niveau de l'accès à l'éducation, l'accès à une éducation de qualité et aussi l'accès à un accompagnement. Parce que tu as plein de jeunes filles qui sont livrées, justement, qui deviennent des proies aux prédateurs parce qu'elles ne peuvent pas continuer les études, parce qu'elles ne peuvent pas se prendre en charge. Donc, elles se sacrifient pour pouvoir permettre à leurs petits frères de se prendre en charge et tout. Il y a tout ça qu'il faut qu'on voit. Il faut que nos États aussi nous accompagnent avec des bourses aussi pour les jeunes lycéennes, les jeunes collégiennes, tout ça. Et voilà, nous, on est vraiment dans le b.a.-ba, quoi. Moi, le féminisme dont je parle, j'ai besoin des hommes pour ça. Tu vois, parce qu'ils sont à la plupart des postes décisionnels et aussi d'exécution. Et parce qu'ils ne sont pas mes ennemis et parce que j'ai été éduquée par mon père et parce que j'aime les hommes et parce que j'ai pitié aussi de l'homme africain, de tout ce qu'il y a sur ses épaules, je ne suis pas contre lui. J'ai pas envie qu'il soit humilié. J'ai pas envie de l'émasculer. J'ai pas envie qu'il rase les murs. Non, j'ai envie que cet homme-là continue à être cette figure forte, continue à me protéger et qu'on avance ensemble. Et que l'idéal, ce ne soit pas qu'on se mette ensemble pour voir qui va dominer qui, mais qu'on se mette ensemble pour se dire, on a réussi à relever ce pays-là, on a réussi à relever cette communauté-là. Depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de femmes dans le hip-hop en général, que ce soit dans le rap, dans le DJing, dans la danse, dans le graffiti au Sénégal. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui comprennent qu'il y a une place à se faire et qu'elles peuvent poursuivre leur passion et en faire même un véritable métier, une profession. Donc, je crois que actuellement, le côté féminin, le rap sénégalais se porte mieux qu'il y a une dizaine d'années. Est-ce que les hommes nous font forcément de la place? Mais est-ce que eux aussi, forcément, ils se font de la place entre eux? C'est ça aussi, tu vois. C'est déjà être artiste, c'est compliqué. Être artiste rappeur, c'est compliqué. Artiste rappeur femme, c'est triplement compliqué. Donc, et voilà. Donc, de toute façon, les garçons, ils se font pas de la place entre eux. Donc, c'est pas forcément à nous qui vont faire de la place. Après, tu as le système de mentoring et tout, qui peut être abusif aussi parfois un peu. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut que les femmes fassent leur place elles-mêmes. Et tu vois, c'est vraiment une mentalité d'assister qu'il faut qu'on arrête d'avoir. Parce que c'est fait exprès qu'on ait cette mentalité-là, qu'on pense que sans les autres, on ne s'en sort pas. Il faut qu'on commence à capitaliser. Il faut qu'on commence à croire en soi. C'est important aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'arrogance et dans la prétention. Non, on apprend toujours, personne n'a la science infuse, mais il faut déjà apprendre à se faire confiance et avancer et vraiment prendre la chose comme un travail. C'est ça aussi, c'est savoir que c'est un travail, qu'il faut un plan de carrière et que c'est un business et il ne faut pas avoir honte de parler d'argent, il ne faut pas avoir honte de dire que tu fais ça pour l'argent, c'est une profession. Maintenant, si on peut joindre l'utile à l'agréable, si le fait de travailler et de te faire de l'argent impacte positivement la société dans laquelle tu vis, génère des dynamiques, des énergies et tout ça, mais machallah.
Alors, Malcolm, la première fois que j'ai commencé à kiffer le personnage, on avait regardé un film, je crois, sur lui avec mon père dans les années 90. Avec mon père, on a regardé plusieurs films comme Couleur pourpre et on regardait énormément de documentaires sur ce qui se passait sur le continent. J'ai quand même été un peu formée à être la personne que je suis aujourd'hui, je crois. Et parce que je voyais tout ce qui se passait dans le monde et je me disais, pourquoi? Parce qu'on a une couleur de peau différente, on doit souffrir autant. Donc après, si tu veux, moi j'ai pas beaucoup de héros parce que je fais attention aux héros qu'on me présente parce que ça veut dire qu'ils ont quelque part pactisé. Je fais attention aussi aux gens populistes aussi parce qu'on sait jamais, on sait pas aujourd'hui qui est qui en fait. J'ai pas d'héros. Il y a des gens qui m'inspirent. Angélique Kidjo, son parcours inspirant et son courage aussi de dire ce qu'il faut dire, où il faut le dire, quand il faut le dire. C'est quelque chose que j'admire énormément. Et c'est une diva, c'est une guerrière. J'aime beaucoup. Myriam Makeba, tout aussi. Il y a un auteur, Venance Conan, tu vois, en Côte d'Ivoire. Il écrit de manière très simple et il écrit pas compliqué. Et son livre que j'ai lu là, c'est Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. Voilà. C'est plein de gens. C'est lui, c'est Didier Awadi dans son discours. Mais je ne peux pas le dire dans la totalité parce que ils sont encore vivants. Ils peuvent nous faire une surprise demain. Je n'ai confiance en personne, même en moi-même. Il y a plein de gens qui m'ont inspiré énormément, énormément. Et ça peut même être, si tu veux, des discussions comme ça au cours d'une journée, au cours d'une rencontre fortuite. C'est tout ça, en fait, qui fait l'énergie qui me pousse de l'avant chaque jour. Mais Malcolm, pourquoi avoir choisi le texte Who taught you to hate yourself? Parce que je me suis rendu compte que c'est un discours qu'il a tenu il y a 50 ans. Mais plus de 50 ans après, c'est encore d'actualité. Mais c'est choquant. Et ça veut dire que les choses vont de mal en pire. Ça veut dire qu'on a l'impression d'évoluer parce qu'on a plus d'infrastructures et tout ça. Mais dans notre tête, on est encore plus malade qu'avant. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait quand même que je rende un hommage à Malcolm et à son combat. Et parce qu'il a été aussi lâchement assassiné, comme d'habitude. Hein. À part le fait que la jeunesse soit du bétail électoral, comment est-ce qu'il faut, comment la valoriser? Je pense qu'on a un peu brossé dessus. C'est vraiment déjà de définir nous-mêmes notre propre idée de développement. Notre propre développement, c'est quoi? Il faut qu'on arrête de se mettre sur les canevas des autres nations qui n'ont pas le même climat, les mêmes réalités, les mêmes cultures et traditions que nous. Déjà, dans un premier temps, c'est ça. Il faut qu'on ait un développement adapté à nos environnements, qu'on ait des plans, des stratégies de développement adaptées à nos réalités. Tant que ça va toujours être du copier-coller, on aura des trucs qui ne tiennent pas, des trucs dans lesquels les gens ne se reconnaissent pas forcément. Donc, des trucs dans lesquels les gens qui pourront s'en sortir, ce seront les gens comme toi et moi, des gens qui font partie de cette élite-là qui représente peut-être 1% de tout le continent, qui seront l'arbre qui cache la forêt. Donc, déjà avoir une idée de développement adapté. Maintenant, il y a aussi le problème des langues qui se posent. Tu vois, moi, je pense que même dans l'enseignement qu'on donne aux gens, ça doit être avec, par exemple, le français et l'anglais doivent être des deuxièmes langues. Ça ne doit pas être des langues principales. Parce que on demande aux gens d'acquérir de la connaissance dans une langue qui ne parle pas chez eux à la maison. Et c'est ce qui fait que tu as ce truc-là où les gens ne se reconnaissent pas forcément dans l'enseignement et tout. Donc, moi, ce que je pense, c'est déjà pour cette jeunesse-là, un système adapté aussi aux besoins, c'est-à-dire que les gens étudient en fonction de des domaines qu'ils ont besoin de développer dans leur pays, pas en fonction des métiers qui sont à la mode dans tel ou tel autre pays, non. Les défis que le Japon a, les défis que l'Allemagne a ne sont pas ceux que
le Congo RDC ou que le Sénégal a, et les choses vont se faire crescendo. Donc c'est vraiment ça, que les gens étudient ce qu'il faut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont étudier? Il faut aussi qu'il y ait une réforme des programmes, des systèmes éducatifs. Et maintenant, pour cette jeunesse-là, il faudra aussi leur permettre aussi d'accéder à des financements pour développer ces entreprises, ces activités et tout. Parce que les gens n'arrivent pas à se projeter dans la société dans laquelle ils vivent. Et c'est pour ça qu'on a des phénomènes d'immigration irrégulière, où les gens sont prêts à affronter le désert, à affronter la mort et à aller tapisser la Méditerranée avec leurs cadavres. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à se projeter dans cette société. Mais est-ce que c'est quelque chose de difficile à faire? Pourtant, parce qu'ils vont vers des sociétés qui sont saturées. Alors que tout est à faire ou à refaire ici, ou à renforcer. Mais c'est pour ça que je dis, le problème, il est mental, il est psychiatrique, en fait. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Dans les candidats, justement, à l'immigration clandestine, tu vas voir des gens des gens qui ne sont peut-être pas allés à l'école, mais tu vas aussi voir des gens qui ont une profession, et tu vas voir aussi des gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 7. Donc, à un moment, c'est plus un problème de formation, c'est plus un problème de non-formation, c'est plus un problème d'avoir un métier ou pas. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est parce que les gens n'ont plus confiance en leur gouvernement. Et les gens, ils n'ont plus confiance et ils se disent qu'ils ne vont jamais réussir s'ils restent dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'on a des gouvernements où les gens, ils sont là pour enrichir leurs amis et leurs familles. Et c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment permettre cet accès-là au financement à tous ces jeunes-là et les éduquer à la chose financière. Moi, ce que je pense qui serait intéressant, c'est qu'on éduque les jeunes dans les écoles à la gestion de l'argent, à comment produire de l'argent. Parce que le problème de l'Afrique, il est tout d'abord économique. Il est économique parce que aussi on n'est pas souverain côté monétaire. Je te dis, il continue à avoir beaucoup de problèmes. Hein. En tout cas, beaucoup de pays d'Afrique francophone, je vais dire, ne sont pas souverains du côté monétaire. Donc, pour la jeunesse, c'est ça, éducation adaptée, métier dont le pays a besoin, valorisation de ce qui existe au niveau du local, au niveau national, et valorisation aussi de la culture. Et c'est vraiment déconstruction. Voilà, déconstruction. Déconstruction mentale, psychologique, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Alors, le message à partager, un mot de la fin. Ben, écoutez, battez-vous, il n'y a rien qui soit impossible. J'en suis la preuve. Un jour, je ferai un livre, je vous raconterai mon histoire, vous allez faire non, c'est pas possible. Ben, si, il n'y a rien qui est impossible, je vous promets. Il faut toujours poser un pas allant vers la réalisation de ce en quoi on croit. Il faut croire fortement et tout est possible. Il ne faut pas écouter souvent ce que les gens nous disent. Quand je dis les gens, vous savez de qui on parle. On ne va pas les nommer, des guiguins, tu vois, on fait en mode FBI. Il ne faut pas écouter, il faut se faire sa propre idée, il faut se faire sa propre expérience dans la vie. Bossez pour votre communauté. Ne bossez pas pour des individus. Parce que les individus sont décevants, c'est la nature humaine. Et faites-le pour un objectif collectif, pour un intérêt général. Et ça passe par des petites actions quotidiennes, c'est tout. Parce que si tous les individus posaient ces petites actions quotidiennes, on aurait une société qui serait meilleure en fait. Donc, il ne faut pas qu'on néglige le petit truc qu'on peut faire. C'est important parce que ça contribue à quelque chose, parce que ça sert d'exemple et parce que ça devient une pratique qu'on peut transmettre. Voilà. Donc, courage à tous mes frères et sœurs à travers le continent. Courage en ces moments de pandémie. Ayez l'œil ouvert parce que c'est toujours à travers ce genre de psychose-là qu'on nous fait passer des carottes, beaucoup de carottes. Donc, soyons vigilants, faisons attention aux fake news aussi, mais attention aux vraies news qu'on fait passer pour des fake news. Ça, c'est vraiment l'esprit d'analyse qu'il faut avoir. Et vraiment, courage, courage. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous incite à aller sur mes réseaux, écouter un peu ma musique, me suivre, qu'on discute de temps en temps.
Yeah, yeah, yeah.